j'espère pouvoir le partager avec vous. Ma présentation rebondit sur les deux précédentes présentations et j'espère va vous donner les éléments pour la pratique dès demain. Alors, on a vu, juste un petit rappel, ça a été dit, mais on ne le dit jamais assez, l'ensemble du champ des addictions, c'est un champ complexe. La question se pose d'ailleurs de savoir si c'est les addictions ou l'addiction. On sait que l'addiction, ce n'est pas que l'usage, mais en même temps que l'usage, en lui-même, mérite un intérêt, puisque l'usage, quelles qu'en soient les motivations, il a des conséquences. Mais qu'à côté de ces conséquences, dont il ne faut pas oublier que s'il y a des conséquences négatives, toxiques, il y a aussi, pour un certain nombre d'individus, des conséquences positives, puisque un certain nombre des substances qui ont des propriétés addictives ont aussi, pour un certain nombre d'individus, des propriétés, entre guillemets, correctives de caractéristiques qu'ils ont, qui peuvent, à certains moments, être pour eux handicapants. Mais à côté de ça, il y a aussi, et on en a parlé dans les deux précédentes présentations, la modalité d'usage, la mécanique, l'usage en lui-même, peu importe ce qui est utilisé. Et ça, c'est l'addiction plus à proprement parler, et c'est là-dessus que ma présentation va se concentrer. Cette question, je l'évoque uniquement, puisque d'autres parleront d'éthique et d'enjeux plus subtils, mais cette question d'une anomalie éventuelle de l'usage lui-même pose la question du coup de la part de responsabilité et de maîtrise de celui dont l'usage serait dans sa modalité, dans sa mécanique dysfonctionnelle. À ce moment-là, autant quand l'usage est opérationnel, l'usager a la responsabilité de son usage, quand il n'est plus opérationnel, la question se pose, comme on le fait dans d'autres domaines, du fait que l'usager est à ce moment-là victime. Et une victime n'est pas responsable ou pas. Alors vous le savez, toutes ces questions, elles ont amené à ce que nous sortons depuis quelques années, 3-4 ans, d'une véritable révolution dans le contexte français, une révolution tranquille, mais une vraie révolution quand même, c'est-à-dire avec cette loi de 2002 qui a porté destruction de l'ancien système et création de la dictologie. Puisque vous savez que la dictologie, ce n'est pas juste le regroupement d'anciens dispositifs, mais c'est leur transformation pour répondre à des missions différentes, où on s'est décentré des différentes substances et objets pour se centrer sur certains comportements et certains individus. Je passe rapidement, tout le monde sait, puisque ça s'est transformé sur les terrains en pratique, avec la circulaire 2007 par rapport au dispositif médico-social et la création d'Exapa. Je vous rappelle qu'un Exapa fait plus qu'un CSST et un 2C2A regroupé. Et la circulaire 2008 pour le sanitaire et la création du guichet unique à l'hôpital. Alors cette révolution est toujours en cours. Est-ce qu'elle nous est très particulière, la France, centre du monde, lumière, etc. Mais en fait, si on regarde ce phénomène de regroupement, de décentration des différents objets, de regroupement sur certains comportements réduits ou peut-être uniques, la question du singulier de l'addiction ou de son pluriel, est-ce que c'est typiquement français? Non. Le DSM-5, qui est un outil de nomenclature a posteriori, donc toujours en retard, toujours après coup, lui, il y a donc une dizaine d'années après la France, a validé cette démarche que nous avons faite il y a longtemps, en regroupant les différentes addictions ensemble, les différentes substances, y compris les addictions sans substance, puisqu'il a mis l'addiction au jeu au même niveau que les addictions avec substance. Il a contourné ce problème, on y reviendra, du malentendu du mot dépendance en s'en débarrassant et en introduisant une périphrase, le trouble de l'usage, et introduit un nouveau critère qui jusque-là n'était pas présent comme critère diagnostique, même s'il était connu de tous les professionnels, le phénomène du craving. Alors, ce qui est central dans l'addiction, ce qui existe depuis toujours,
toujours, ce qui pose problème à toujours aux usagers victimes de l'addiction, à leur entourage, et ce qui est un challenge pour les professionnels, c'est le phénomène de la rechute. Juste quelques rappels, on le sait tous, mais il est utile de le rappeler parce que, au cours des 40 dernières années, la rechute a été perçue par le public, mais aussi en notre sein, parmi les professionnels, d'une façon parfois ambiguë, ambivalente. Et donc quelque chose que l'on a découvert, qui est important de rappeler, c'est que la rechute n'est pas l'expression de la motivation du patient. La rechute est un phénomène involontaire. C'est un retour involontaire à l'usage, et ce n'est pas que le retour à l'usage, puisque la rechute, elle est involontaire et elle amène, c'est le retour à un usage qui recrée, qui aboutit au même problème ayant précédé la rechute. Et pour pouvoir rechuter, il faut s'être engagé dans une stratégie, consciente ou inconsciente, de tentative d'arrêt. Autre élément très important, c'est que, contrairement à ce qu'on a pensé, le sevrage n'est pas important. Alors, je dis ça rapidement, parce que le temps est limité, donc vous me poserez des questions si ça pose problème. Le sevrage n'est pas important en ce sens qu'il n'est pas un moteur de la rechute. Il est important parce qu'il peut mettre la vie des personnes en danger. Mais par rapport au phénomène de la rechute, il n'est pas important, qui rappelle le sevrage ambulatoire et d'efficacité comparable au sevrage hospitalier. Aujourd'hui, dans des situations de contrainte économique, on n'hospitalise pas une personne que pour un sevrage. Mais du coup, la question, si le sevrage n'est pas, et petite parenthèse, au cours de la révision du DSM-5, auquel j'ai eu la chance de contribuer, à un moment donné, la question s'est posée de retirer sevrage et tolérance comme critères diagnostiques. Mais du coup, quel est le moteur de la rechute? Eh bien, ce serait le craving. Alors, le craving, ça nécessite de prendre un petit temps de définition. Il y a d'abord une chose qu'il ne faut absolument pas confondre, c'est le craving, terme français du langage médical technique de la spécialité addictologie, et un mot utilisé dans le langage courant par les habitants au-delà de la Manche, donc à quelques lieues d'ici, si on continue vers Rouen, là, il y a la Manche, au-delà de la Manche, il y a une île, où il y a des habitants qui parlent, et qui utilisent dans la vie ordinaire le mot craving. Ce mot, qui est également utilisé outre-Atlantique, n'est pas le mot craving dont je vais vous parler, qui est un terme technique médical de l'addictologie. Alors, le craving, ce n'est pas que l'envie intense irrépressible de consommer. Si ce n'était que ça, il suffirait de consommer, et puis c'est fait. Le craving, c'est l'expérience d'une envie intense irrépressible de consommer alors qu'on ne le veut pas. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est une expérience, fondamentalement, c'est une expérience déroutante. Et pour beaucoup de personnes, c'est une expérience difficile à dire, indicible. Les gens ne trouvent pas des mots pour le dire. Donc ça a été un gros problème, c'est un gros problème, c'est vrai, pour son repérage, mais aussi pour la recherche formelle dans ce domaine. Ceci a contribué à beaucoup de discussions dans le passé sur la rechute, c'est central. Il y a du craving chez les gens qui ont des addictions de rechute, mais le sens de la flèche, vous voyez, la flèche est dans les deux sens. Et est-ce que le craving est central ou est-ce qu'il est juste un phénomène conséquence de l'usage et de la consommation? Parce que les études montrent que plus on consomme, plus on a de craving. Et donc, cause ou conséquence. Alors, le craving, il est très important de l'étudier. Il y a eu relativement peu d'études dans ce domaine à cause de cette difficulté, et ça décourage les chercheurs soucieux de faire des recherches universelles, puisque le fantasme du chercheur, c'est de trouver la pierre philosophale qui va tout expliquer. Alors, il y a des vraies questions méthodologiques, je passe rapidement. Un courant de recherche qui a commencé dans les années 70 a essayé d'étudier ce phénomène en laboratoire. Donc, on prend des sujets humains vivants entiers et on les met en conditions de laboratoire où on peut tout contrôler et où on peut associer à des mesures
d'interrogation. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Comme on peut faire, par exemple, quand on étudie un phénomène subjectif très particulier comme la douleur, que l'on va associer à d'autres mesures indépendantes de la perception de la personne. Donc les éléments électrophysiologiques, pour parler rapidement. Quand on fait ça, eh bien, on peut mettre en évidence, là, je vous montre des résultats issus de mon équipe de recherche, une série de travaux initiés par Pascal Franck, repris par Mélina Fatseas et Fuchs-Chasser, sur un programme de recherche chez l'homme sur le craving. Et dans cette étude qui est sur des usagers d'héroïne, mais ces études ont été répliquées pour toutes les substances, on peut distinguer, le craving distingue l'usager non addict de l'usager addict. Donc ça serait un élément en partie spécifique, caractéristique. L'élément plus intéressant, c'est que dans ces conditions très contrôlées, très artificielles, hein, mais l'avantage c'est donc très contrôlé, le craving à un moment donné prédit la rechute dans les 3 mois. Alors ça montre aussi que le craving, bon, c'est compliqué à expliquer, et c'est sans doute un phénomène complexe, puisqu'il mélange des éléments de caractéristiques, de diagnostic, et des éléments de pronostic. Alors la question s'est posée pour beaucoup de ces études, est-ce que ces conditions de laboratoire se traduisent dans la vie réelle? Est-ce que, ok, on peut provoquer du craving, ce phénomène existe, on peut l'étudier, mais dans la vraie vie, est-ce que ça vient, est-ce que c'est le moteur de la rechute ou est-ce que c'est la conséquence de la rechute? Là, aujourd'hui, grâce à des progrès technologiques et le développement de mini-ordinateurs de poche, hein, comme nous avons maintenant tous, mais au cours des 10 dernières années, s'est développée une série de recherches qui permettent de mesurer dans la vie quotidienne, c'est-à-dire de laisser les gens non pas dans le laboratoire mais dehors, et de pouvoir relativement tout contrôler en situation naturelle. Et quand on fait ça, et aussi avec des progrès, on a parlé d'équations, d'analyse des chiffres, des progrès dans l'analyse mathématique des données, on peut s'approcher du sens des choses. Voilà, est-ce que c'est la poule ou c'est l'œuf? Voilà. Et en se rendant compte qu'en fait, la poule vient bien d'un œuf, qui lui-même vient d'une poule, mais ce n'est pas la poule de l'œuf initial. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs œufs et plusieurs poules. Voilà, et il a fallu beaucoup de temps pour s'en rendre compte et résoudre cette question, finalement assez simple. Et donc, on a pu mettre en évidence, et ceci est maintenant répliqué par d'autres laboratoires, que le craving prédit l'usage. Le craving prédit l'usage et dans une certaine durée de temps courte. C'est pour ça que c'était difficile dans les études plus classiques à mettre en évidence. Le craving, à un moment donné, prédit l'usage et la rechute dans les 4 heures qui suivent. L'autre élément très important, c'est que l'usage ne prédit pas le craving quand on contrôle le craving de base. Et l'avantage de ces études, c'est qu'on collecte beaucoup d'informations et donc on peut après tout remettre en perspective. On peut regarder les choses en multidimensionnel. Donc clairement, aujourd'hui, on peut dire, avec toutes les précautions utiles dans les scientifiques, on peut toujours se tromper, mais jusqu'à preuve du contraire, le craving est bien prédictif de l'usage et c'est un lien unidirectionnel. Le craving détermine l'usage ne détermine pas le craving. Éventuellement, le craving qui a déterminé l'usage peut secondairement aggraver le craving. Mais le moteur premier est le craving. Ça a été reproduit pour toutes les substances et il y a des études maintenant qui le rapportent aussi pour les addictions sans substance. Ce phénomène du craving, on le retrouve, alors tout égal par ailleurs, quand on l'étudie avec les limites que j'ai déjà dites sur cette difficulté, avec le même abord pour différentes, enfin, auprès de populations qui viennent demander de l'aide pour des substances très différentes comme l'alcool, le tabac, les addictions sans substance, le cannabis ou les opiacés comme vous avez ici, eh bien, l'intensité du craving n'est pas différenciable
entre les différentes, ne serait pas différenciable entre les différentes addictions. Alors, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est quels sont les médiateurs du craving? Alors, il y a des données classiques de la littérature, et ça c'est une étude toute récente qui vient de sortir de mon laboratoire. Donc vous connaissez tous le truc classique, parce que les patients le disent, voilà, qu'il y a pour un fumeur dépendant, voir quelqu'un d'autre qui fume, sentir l'odeur du tabac, même voir un paquet de cigarettes sur une table, ça provoque l'envie. Pour un alcoolique, voir une bouteille, sentir l'alcool, entendre, ça fait tilt. Et puis pour un consommateur par voie intraveineuse, voir une seringue, ça peut provoquer l'envie de consommer. Ces choses étaient connues et effectivement on les trouve. Mais de façon plus récente, on a pu mettre en évidence que vous aviez d'autres indices, d'autres médiateurs qui sont beaucoup plus individuels. C'est-à-dire quand on interroge les personnes pour voir avec eux, donc les indices généraux, voilà, ils disent, et est-ce que vous avez des choses particulières qui vous provoquent, comme la bouteille, la seringue ou la cigarette? Et là, quand vous interrogez les gens, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah oui, c'est marrant que vous me posiez la question, parce que moi, j'ai remarqué, il y a un type de musique, alors s'il vient à la radio, ça me fait comme si je voyais un verre. Voilà. Il y a une couleur de cravate. Quand je vois quelqu'un avec une cravate comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça me donne envie, ça me donne ce craving, comme si je voyais l'objet. Voilà. Et donc ça, avec des progrès technologiques, etc., on peut l'étudier de façon formelle, objective, et on a pu mettre en évidence que ces indices, ces médiateurs personnels, ils sont plus puissamment liés, ils provoquent plus puissamment le craving que des médiateurs plus génériques, plus classiques. Et puis il y a un autre élément que chacun intuitivement comprend bien, c'est que autant je peux aller vider les bars, vider mes poches, ne rien avoir à la maison, mais autant ce qui est en moi, autant mon expérience, mes souvenirs, ça je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser comme ça. Alors au total, aujourd'hui, sur la base d'études qui ont commencé dans les années 70 et d'études plus récentes du début des années 2000, on peut avoir un modèle assez opérationnel, enfin très opérationnel pour la pratique clinique, donc pour dès demain matin, où la rechute, vous voyez, la question c'est, est-ce que le craving serait le médiateur unique de la rechute? Alors là, j'exagère un petit peu. Ce qui est démontré, clairement ce qui est démontré aujourd'hui, c'est que le craving est le médiateur le mieux documenté pour la rechute. Est-ce que toute rechute passe nécessairement par le craving? Ça reste débattu. En partie pour cette question difficile de verbalisation, de repérage du craving. Donc, quand on repère le craving, on sait qu'il est là. Quand on ne le repère pas, la question est toujours ouverte. Est-ce que c'est qu'il est là, mais qu'on ne le voit pas? Parce que la personne qu'on interroge n'arrive pas à trouver les mots, ou non, qu'il n'est pas là. Hein, donc la question reste ouverte. Mais clairement aujourd'hui, le craving est le médiateur le plus connu, et on a en plus aujourd'hui un certain nombre de travaux qui apportent sur les médiateurs du craving, et notamment avec ces indices personnels. Du coup, on peut caricaturer les choses sur le modèle d'une maladie avec un signe objectif, repérable, le phénomène de la rechute, et un symptôme moteur qui est le phénomène du craving. Avec attention en français, le mot manque. Pour les gens qui croient que craving c'est un mot de la langue anglaise et oublient que c'est un terme technique, médical, français du champ de la mythologie, le mot manque en français est une métaphore créée au siècle précédent ou même encore à celui précédent et qui englobe l'ensemble des phénomènes qui surviennent entre l'initiation de la tentative d'arrêt, un début d'arrêt et la rechute. Or, entre l'arrêt et la rechute surviennent une multitude de phénomènes, dont, entre autres, des phénomènes de sevrage et des phénomènes de craving. Et aujourd'hui, on sait que ces deux phénomènes, la neurobiologie de ces deux phénomènes se distingue. Et la phénoménologie de ces deux phénomènes se distingue. Du coup,
Dans cette perspective, la cible de la prise en charge, et je m'approche de la fin, la cible de la prise en charge, on va absolument distinguer un aspect fondamental et un aspect accessoire. L'aspect fondamental, ça va être de repérer ce phénomène du craving et d'agir dessus. L'aspect accessoire, ça va être de s'occuper de tout le reste. Même si, dans ces aspects accessoires, il peut y avoir des choses vitales. Par exemple, complications mortelles du syndrome de sevrage de l'alcool. Nécessité de pouvoir modéliser le craving. Alors là, c'est un peu comme pour la douleur. La douleur, c'est un phénomène extrêmement compliqué. La douleur d'un individu, la façon d'exprimer la douleur d'un individu à l'autre est extrêmement variable. Vous avez des questionnaires de douleur au cours de l'histoire des sciences qui ont fait des dizaines et des dizaines de pages. Et puis, un jour, on s'est aperçu qu'une simple évaluation par une réglette de 0 à 10, pour 90% des personnes ayant de la douleur, c'est opérationnel, ça marche. En 2-3 minutes, ils comprennent de quoi on parle et on peut échanger avec eux. Pour le craving, il y a un certain nombre d'études qui vont dans ce sens. On peut évaluer le craving au-delà de son indicibilité, de sa particularité d'un individu à l'autre, par une simple réglette. La psychothérapie, du coup, les psychothérapies, quelle que soit leur modalité, il faut qu'elles puissent se centrer sur le phénomène du craving. Et la cible des médicaments, si on doit utiliser des médicaments, ça va être qu'ils puissent, de faire la part entre les médicaments qui agissent sur le phénomène du craving et les médicaments qui agissent sur des phénomènes accessoires, éventuellement très importants, avec un enjeu vital, comme le syndrome du sevrage d'alcool, mais qu'il faudra différencier de l'action sur le craving. De tels médicaments existent, c'est pour ça que je vous dis, tout ça, on peut le mettre en pratique dès demain. De tels médicaments existent. Par contre, et ils sont là sur ce par contre, un certain nombre peuvent être utilisés pour autre chose que du craving. Et donc là, c'est un choix du prescripteur. Voilà. Quand je prescris de la méthadone ou de la buprenorphine, ou un dispositif transdermique de nicotine, est-ce que je fais le choix de viser le syndrome de sevrage, ce qui est légitime, ou est-ce que je fais le choix de cibler le craving, ce qui est légitime? Sauf que ce sont deux objectifs indépendants. Donc pour finir, nos thérapeutiques sont efficaces. Pour tous ces médicaments, il y a des études qui montrent que quand on cible le craving, il réduit l'intensité du craving, et que ça, globalement, même si on peut discuter dans les détails, s'associe à moins d'usage et moins de rechute. Ceci dit, ne pas oublier d'être réaliste. La temporalité dans le traitement des addictions, les traitements courts, c'est moins de 5 ans, j'insiste, tant qu'on n'a pas 5 ans continus, pas 5 fois 1 an. Et surtout, de bien cibler sur monitoring et management du craving.